Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Alors, déjà pour commencer, je voulais m'excuser pour cette longue absence, mais j'ai eu des petits problèmes de santé, d'indisponibilité, d'emploi, de planning, de problèmes, de tout un tas de trucs qui a fait que ça fait, oui, pas mal de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Mais comme là, j'ai, on va dire, un peu de temps, je vais, pour la nouvelle année, vous refaire des vidéos. Alors, on va commencer par les livres et je vous referai une vidéo pour les cartes. Alors, déjà d'une, je voulais vous remercier pour votre fidélité, votre sincérité, votre bienveillance et votre soutien. Je vois que même si je ne fais pas souvent de vidéos, ma chaîne vous plaît toujours autant. Alors attendez, je vais nettoyer mes lunettes parce que je ne vois absolument rien. Voilà. Oui, c'est les aléas du quotidien, n'est-ce pas? Ensuite, quoi vous dire d'autre? Je m'excuse. Enfin, je suis désolée de ne pas avoir été souvent là, autant que j'aurais voulu. J'aurais voulu être plus présente, plus souvent là, vous faire plus de vidéos, mais je n'ai pas pu. Mais ne vous inquiétez pas, je me suis rattrapée depuis. Et si on a le temps, je vous ferai la lecture d'un livre. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous présenter des livres, toutes sortes de livres, de tout style. J'espère que je n'en ai pas oublié. Il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est déjà pas mal. Il y en a qui peuvent plaire et il y en a qui ne peuvent. Je regarde. Qui ne peuvent pas plaire. Ce que je comprends totalement. Et dont je ne juge pas. Pour le reste, voilà. Alors, on est déjà pas mal avancé dans le temps. Donc, pour que cette vidéo ne dure pas 15 ans, on va commencer tout de suite. Avec, alors, attendez, je vais faire un petit truc de... Je vais un petit peu faire un peu, comment on dit, un tri. Enfin, pas un tri, mais voilà. Alors ça va avec ça. Ça va avec ça. Ça va avec ça. Ça, c'est encore autre chose. Ça va avec ça, qui va avec ça pour l'instant. Ça va avec ça. Ça va avec ça. Ça va avec ça et ça aussi. Voilà. Bon, on va commencer par les livres seuls. Et après, on fera le reste. Donc, alors, premier livre que je me suis procuré, c'est celui-ci. Donc, c'est de Robert Bloch, qui est un auteur français. Faut le savoir. Bah oui, il le dit lui-même. Que c'est un Français qui a des racines alsaciennes, lorraines et je sais plus quoi, plein de sa famille. Et donc, il nous a sorti ce livre qui est Les Contes de terreur. Et il y a... Combien de contes de terreur? Il y a 30 contes de terreur. Bon, c'est des petites nouvelles, hein. C'est pas non plus... Voilà. Et au début de son livre, il y a une
préface où il raconte un peu sa vie, où l'auteur raconte un peu sa vie, ses difficultés, comment il en est arrivé à ce livre, pourquoi est-ce qu'il a écrit ce livre et pourquoi il n'a pas écrit un autre, et tout y quanti. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce livre par hasard. Hein. Je ne savais même pas que c'était possible. Alors, je vais vous montrer la couverture. Ce sont les dossiers Chulu de Sherlock Holmes. Alors, c'est Sherlock Holmes et les ombres de Chadwell de James Lovegrove. Alors, regardez comme il est beau. Oh, il est trop beau. Quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh. Là aussi, franchement, je trouve, il est vraiment très beau. Il est un peu abîmé parce que il date un peu, je pense. Oui, 2016. 2016 quand même, il a été écrit. Alors, il y a une préface de l'auteur qui dit comme quoi il y a Watson qui lui a écrit pour lui dire que Sherlock Holmes, pas Sherlock Holmes, mais comment il s'appelle, Lovecraft, H.P. Lovecraft, je crois que c'était ses initiales, fait partie de son arbre généalogique. Et l'auteur qui reçoit cette lettre, il s'appelait Monsieur Henry Prothero Lovecraft. Apparemment, l'auteur ferait partie de la branche, de l'arbre généalogique de ce monsieur. Et donc, pas Sherlock Holmes, mais le docteur Watson, puisque Sherlock Holmes est décédé, le docteur Watson, qui était en rapport avec Sherlock Holmes par rapport à cette histoire, avait reçu des dossiers de monsieur Lovecraft. Donc c'était un dossier qui était sous couvert de secret, parce que personne n'en avait entendu parler, personne ne savait de quoi il s'agissait, bon bref. Et monsieur Holmes a fait son enquête, et quand il est décédé, il les a donnés à monsieur Watson. Et monsieur Watson, qui était ami aussi avec Lovecraft, donc il a donné d'abord, Lovecraft a d'abord donné les documents, donc comme je vous ai dit, il faut suivre. Il les a donnés d'abord à Holmes, et Holmes les a donnés à Watson avant sa mort. Et Watson, qui était en rapport avec Lovecraft parce que c'était des amis communs, les a donnés à Lovecraft. Non, c'est Lovecraft qui les a donnés à Watson, pardon, quand il est mort. Et Watson a fait des recherches parce qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que ce monsieur lui donnait des documents, ces documents. Et dedans, il y avait apparemment une lettre d'un notaire, comme quoi Lovecraft le notaire cherchait des héritiers potentiels de Lovecraft, et que en faisant des recherches, il s'était aperçu qu'il y avait un auteur, donc monsieur James Lovegrove, qui était d'une branche indirecte de monsieur Lovecraft. Mais, ce monsieur Lovecraft avait des enfants. Donc les enfants ont pris leur part, ont pris ce qui les intéressait, ont pris ce qui avait de la valeur, et tout ce qui ne les intéressait pas, ils les ont donné à Watson, en lui disant, écoutez, faites-en ce que vous voulez, nous,
pris d'autre part, le reste, hein, on s'en fout. Et M. Watson a décortiqué tous les dossiers qu'il a reçus. C'était des enquêtes paranormales, un peu spéciales, des documents un peu étranges, on va dire, avec voilà, des récits un peu bizarres. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que moi je vais faire avec ces dossiers? Je veux dire, il s'est dit, moi je suis vieux, je suis à la retraite. Si demain je meurs, soit j'ai détruit, soit voilà. Et il a vu dans ses dossiers qu'il y avait toujours ce nom qui revenait. Donc il a fait ses petites recherches et il a trouvé ce monsieur. En lui écrivant une lettre pour lui dire comme quoi le notaire avait fait des recherches, qu'il était un parent éloigné de Lovecraft, qu'ils ne se connaissaient pas, qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés, qu'ils ne savaient pas si c'était vrai, si c'était une erreur du notaire ou quoi qu'est-ce, mais qu'il avait des dossiers qui pouvaient l'intéresser lui. Et Lovegrove, quand il a reçu ce mail, enfin cette lettre, il a été assez surpris. Parce qu'il ne pensait pas que M. Watson lui écrirait un jour pour lui dire tout ça. Que lui, il était tranquille dans sa petite vie, avec ses enfants, sa femme, sa vie, ses livres, ses machins, ses préoccupations, son quotidien. Il était vraiment loin d'imaginer tout ça. Donc il a dit à Watson, il a dit, écoutez, il a dit, étant donné que c'est le seul héritage que j'aurai de ce parent éloigné, envoyez-les-moi et je verrai ce que j'en fais. Soit ça va m'intéresser pour mes livres, soit ça ne m'intéressera pas et je vais les détruire. Voilà. Et l'histoire a démarré comme ça. Donc, je vais vous remontrer, je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, automne 1880. Le docteur John Watson rentre d'Afghanistan. Blessé et prêt à tout pour oublier son passé. Watson voit sa vie changer lorsqu'il rencontre Sherlock Holmes. Le détective enquête sur une série de décès survenus dans le quartier londonien de Chaldwell. Les victimes qui semblent mortes d'avoir été affamées pendant des semaines ont été retrouvées. Alors qu'elles ont été vues en bonne santé à peine quelques jours plus tôt. Holmes établit un lien entre les morts et un sinistre baron de la drogue qui cherche à étendre son empire criminel. Cependant, Watson et lui sont bientôt obligés d'admettre que des forces sont à l'œuvre dont la puissance dépasse l'imagination. Des forces que l'on peut invoquer à condition d'être assez audacieux ou assez fou. Voilà. Alors, ils disent James Lovegrove est l'une des figures de proue de la littérature de l'imaginaire britannique. Il a imposé son regard inventif et critique sur le monde contemporain, également passionné de l'œuvre d'Arthur Conan Doyle, comme celle de H.P. Lovecraft. Il mêle ici les grands mythes littéraires de Sherlock Holmes et de Cthulhu en un savoureux hommage. Et j'ai bien dit hommage. Et donc c'est pour ça que dans la préface, Lovegrove raconte que l'histoire du livre a été inspirée des archives que son ascendant, on va dire, que son ancêtre lui a envoyé. Voilà, pour la petite histoire. Ensuite, de Cyril Vial, nous avons Le chasseur de démons. Chronique d'une descente aux enfers. C'est le tome 1.
tome 1. Donc c'est de l'urban fantasy. Alors je vais vous lire la 4e de couverture. Sous la ville de Paris se trouvent les portes des enfers. À travers les âges, prêtres, magiciens et chasseurs vont s'allier pour repousser les forces du mal et protéger l'humanité contre la fin des temps. À mesure que la cité se développe, le réseau du métro s'implante au-dessus de cette abomination. La lutte doit pourtant continuer. Une enchanteresse immortelle et un chasseur au passé tragique, plus doué que ses confrères, se voient confier la lourde tâche de protéger les voyageurs et d'empêcher une invasion. Seront-ils à la hauteur? Rien n'est moins sûr, au vu des penchants humains pour les atrocités dont se repaissent depuis toujours des êtres maléfiques. Ne dit-on pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions? Alors, lui, c'est purement inventé. Hein. C'est inventé. Alors, avec ce livre, ce qu'il y a de bien, alors, je vais quand même vous lire l'avertissement de l'auteur. Avertissement. Ce roman est une œuvre de fiction ayant pour seul but de divertir et non de heurter la sensibilité religieuse de quiconque. Merci par avance pour votre bienveillante compréhension. N'oubliez pas, la plupart des formules magiques sont en latin. Donc dans son avertissement, il ne dit en aucun cas, oui, il dit que c'est une œuvre de fiction, mais il ne dit en aucun cas que c'est purement imaginaire. Purement. Puisque j'ai commencé à le lire, puisqu'on a un prologue qui parle du palais céleste et de la bataille qui a commencé au paradis entre le bien et le mal. Entre Satan, Dieu, les archanges. Pourquoi Satan a chuté? Pourquoi Satan est sur terre? Pourquoi Satan nous fait du mal? Et pourquoi est-ce que Dieu est en train de lutter contre ça? Ah, mais je vous jure, quand j'ai lu ça, je me dis waouh! Waouh! Et ça fait ça fait quelques pages. Hein. Il y a bien. Il y a bien une douzaine de pages hein, là-dessus. Hein. Et après, j'ai commencé donc, à lire la première partie avec l'enchanteresse. Et on commence le livre en l'an 786 avec le royaume des Francs. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Donc, fiction, oui et non. Ensuite, alors celui-là, je crois que je l'avais trouvé dans une boîte à livres. Ouais, boîte à livres, je crois, je sais plus. C'est de Jean Contruxy. Je vous montre. Voilà. Les nouveaux mystères de Marseille. Les diaboliques de Maldormé. Alors là, il y a un truc qui a été barré. Je sais pas ce que c'est. C'est à cause du nom, prénom, je sais pas. Ah, bref. Alors, je lis la 4e de couverture. Les diaboliques de Maldormé. Marseille, été 1906. Panique dans l'anse de Maldormé. Quartier de Malmousque. Le notaire Théophile des Hôtels vient d'être retrouvé pendu à l'espagnolette de sa chambre. Suicide ou crime? Des bruits couraient sur la vie dissolue du tabellion. Et sa bonne, Mariette, a disparu. Raoul Signoret, en chasse d'informations pour le petit Provençal, se lance dans l'enquête avec l'aide de son oncle Eugène Baruto, chef de la police, et de Placide Boucard,
un ancien reporter sportif. Tout semble accuser la gouvernante Liselotte Ullmann, qui en ces temps revanchards présente le défaut capital d'être allemande. Un comité anti-Bochesse, excusez-moi du terme, réclame la tête de la coupable désignée. Liselotte est condamnée par la cour d'assises à 20 ans de réclusion. À la joie des braves gens qui comptent du même coup se débarrasser de Riri le fada, un simple d'esprit. Mais le jour où la pauvre femme se suicide dans sa prison, laissant un orphelin de 9 ans, Raoul se joue avec l'aide inattendue de Riri de démasquer l'auteur de la machination. Voilà, donc je vous remontre. Alors si jamais vous avez, je suis désolée, c'est ma fenêtre. Voilà. Et j'ai trouvé ça aussi dans une boîte à livres de Robin Young, L'âme du temple. Requiem. Alors, 1295. En Terre Sainte, l'Empire chrétien n'est plus qu'un vaste... Oula, je sais pas ce qui m'est arrivé là. Alors, je recommence. 1292. En Terre Sainte, l'Empire chrétien n'est plus qu'un vaste champ de ruines. De retour à Paris, Will Campbell, chevalier du Temple, a juré de défendre les principes de l'âme du Temple. Société secrète agissant au cœur de l'ordre et qui œuvre pour la paix. Le Temple a forgé une alliance avec le pire ennemi de Will, Édouard Ier, qui attend son heure pour envahir l'Écosse. Un pacte contre sa terre natale atteignant Will au plus profond de son âme. Doit-il rompre ses vœux et retrouver son propre chemin? Aux prises avec ce dilemme, Will ne s'aperçoit pas qu'une menace plus terrible encore pèse sur lui. Un roi belliqueux occupe le trône de France. Son désir de suprématie ne connaît aucune limite. Ah tiens, je pense que ça a été inspiré de quelque chose. Je ne dirai pas quoi. Mais je pense qu'on s'est tous compris à ce sujet-là. Ensuite, alors ne me demandez pas pourquoi, je me suis procuré 3 livres sur Joséphine. 3 livres qui racontent son histoire. Donc j'ai voulu savoir quoi raconter quoi, qui racontait quoi, est-ce que c'était vrai, est-ce que ça concordait, ou est-ce que c'était totalement faux. Donc de Andrea Stuart, La Rose de Martinique. Voilà. Alors, je vous lis la 4e, comme d'habitude. Un beau jour de 1777, 3 jeunes demoiselles, filles de planteurs martiniquais, écoutent une voyante prédire leur destin. À l'une d'elles, la vieille femme annonce qu'elle épousera un petit homme aux cheveux noirs, de modeste situation, qui un jour couvrira le monde de gloire et fera d'elle plus qu'une reine. Qui peut croire à un tel présage? Pourtant, il se confirmera lorsque Napoléon, futur empereur de France, épousera Rose, tacheur de la pagerie, qui entra dans l'histoire sous le nom de Joséphine de Beauharnais. Le plus extraordinaire des destins, le plus passionnant des romans. Je suis désolée. Alors, Andrea Stuart a grandi aux Caraïbes et aux États-Unis avant de déménager pour Londres, où elle vit toujours. Elle a étudié à Paris et a travaillé dans le journalisme, l'édition et la production télévisuelle. Elle donne actuellement des cours dans une université anglaise. Alors,
J'ai commencé à le lire. Comment dire? Ben, on nous décrit l'enfance. Et puis l'enfance, et puis l'adolescence, et... Oh, pardon, j'ai un coup de barre, je suis désolée. Et puis l'adolescence, et puis etc. etc. Alors, j'ai pas tout lu. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même des trucs qui étaient quand même assez... à son sujet, comment je pourrais dire, assez problématique et diffamatoire. Diffamatoire parce que il y a une contradiction totale. Parce qu'on disait donc dans le livre, ils disent que Joséphine est une femme bienveillante, avec un grand cœur, hyper généreuse avec les pauvres et les plus démunis, qui avait une confiance aveugle en n'importe qui. Et d'un coup, on nous dit que c'était une traîtresse, doublée d'une vipère qui ne pensait que à sa gueule, qui ne pensait que à ses intérêts, qui n'en avait rien à foutre de son mari, qui était hyper dépensière, qui était hyper avare, qui était hyper orgueilleuse, hyper nanana, qui avait vraiment des torts et des travers, mais incroyables. Et là, quand vous dites ça, vous dites, mais pourquoi tu te contredis dans le même bouquin? Pourquoi tu te contredis dans le même bouquin? Donc ça veut dire que c'est une femme qui avait deux faces d'une même pièce. Alors, soit elle était gentille et généreuse, soit elle ne pensait qu'à sa gueule. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui soit orgueilleux, vaniteux, rapia, qui pense qu'à ses intérêts, machin, et qui en même temps est généreux et gentil, affectueux, machin, et qui pense aux pauvres. Hein. Il y a un truc qui va pas. Alors. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Donc, je me suis dit, on va lire celui-là. On verra bien. Donc, c'est de Joséphine Pierre Branda. Alors, mais là, on s'accorde quand même à dire qu'elle ne s'appelait pas Joséphine de Beauharnais, mais Marie-Joseph Rose de Tachère de la Pagerie. C'est par la grâce de Napoléon qu'elle prit le nom de Joséphine, puis le titre d'impératrice. Ce premier mystère en cache beaucoup d'autres, dont Pierre Bravard lève successivement les voiles. Bien plus que de compter ses prouesses et ses trahisons amoureuses, réelles ou supposées, l'auteur fort d'une riche documentation éloigne la légende noire et fait apparaître la femme de réseau, d'influence, d'argent, l'hostilité jamais démentie du clan Bonaparte à son égard, son goût pour la nature et les arts et surtout sa relation complexe et indéfectible avec Napoléon, dont elle accompagna la vertigineuse ascension et ne connut pas la chute ultime. Alors, attendez, on va faire une deuxième vidéo parce que là, on est déjà une demi-heure. Je suis désolée. On va voir que je coupe. Mais on reviendra à cette conclusion dans la deuxième vidéo. Donc, je vous quitte là et je vous dis à tout de suite.